Radio Vie Meilleure vous présente L'Homme sans masque, une émission radiophonique consacrée aux hommes, fils et époux. Chaque 4e samedi du mois, en live de 15h à 16h30, L'Homme sans masque. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission L'Homme sans masque. Il nous est arrivé à tous et à toutes de connaître des moments de crise, tant dans notre vie personnelle, intime, que dans notre cellule familiale. Des moments où nous devons faire face, que nous le voulions ou pas, aux changements qui s'imposent. Changements qui nous emmènent vers l'inconnu, cet inconnu justement qui fait peur. Faut-il avancer? Ne rien faire pour assurer sa sécurité? La crise est-elle nécessaire à notre croissance? Est-elle le chemin obligé pour une renaissance? Mesdames, Messieurs, votre couple est en pleine crise ou passe bien souvent par des crises et vous ne savez que faire? Ne bougez surtout pas. Vous êtes au bon endroit car nos invités sont là justement pour nous aider et répondre à nos interrogations. Permettez-moi d'introduire nos invités. Tout d'abord, Sandrine Joinville, médiatrice familiale. Sandrine, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à tous. Nous avons également Maurice Valsi, notre psychologue. Bonjour Jean, bonjour à nos amis auditeurs. Et notre pasteur Éric Joinville. Bienvenue à tout ce beau monde. Merci, bonjour Jean, bonjour à chacun d'entre vous. Je disais en introduction qu'il nous arrive à tous de passer par des moments de crise. C'est d'ailleurs le thème de cette émission, Crise et Renaissance, l'homme face au changement. Comment, Maurice Valsi, définissez-vous la crise? Alors, si l'on doit définir la crise, une crise, c'est une manifestation subite, c'est-à-dire subite, mais aussi, qui peut être aussi brutale. C'est une aggravation très souvent d'un état antérieur, qu'on connaît antérieurement. Cela va renvoyer dès lors à un événement brutal, à une rupture, mais aussi à une évolution qui peut être longue, qui peut être subite, mais qui va révéler aussi les faiblesses, des faiblesses par exemple structurelles d'un système. D'un point de vue psychologique, la crise est un brusque accès, une forte manifestation sentimentale ou émotionnelle qui va manifester un certain état d'esprit. Donc on va parler par exemple de crise de larmes, de crise de jalousie. Mais la crise en fait, c'est un moment où émotionnellement, sentimentalement, l'individu, le système va se sentir presque submergé. Et donc, il y a nécessité, en fait, de faire, on devra faire face. C'est quelque chose, c'est une situation, c'est un état, c'est un moment où on va faire face à quelque chose d'inhabituel. Voilà. Alors, je m'adresse à Sandrine. Sandrine, à ton point de vue, comment tu définis la crise? Oui, ça reste un petit peu dans la définition de Moïse. Je vais juste rajouter que c'est le résultat de quelque chose qu'on va créer ou ne pas créer. Il faut vraiment entendre que c'est une conséquence. D'accord. Donc, au sein de la cellule familiale, qu'est-ce qui cause la crise? Est-ce une méconnaissance de soi? Qu'est-ce qui cause la crise, généralement? Faut se dire qu'on vit des cycles en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille. On va être soumis à des cycles. Et on est bien dans un, comme je disais tout à l'heure, même comme Moïse expliquait, ce qu'est une crise, on va la subir parce qu'il y a une évolution dans l'individu, au sein de la famille et au sein du couple. Donc, qu'est-ce qui cause, c'était ta question, c'est plusieurs éléments. Et on n'est pas obligé d'être dans un ordre de causalité. Ça peut être aussi quelque chose qu'on n'a pas créé, qu'on subit, et le couple ou la famille le vit, en gros. Pour moi, en fait, ce qui va causer effectivement la crise, c'est très souvent, oui, autant ce qu'on a fait que ce qu'on n'a pas fait. Autant ce qu'on a décidé que ce qu'on n'a pas décidé. C'est-à-dire que
c'est un moment où certaines situations, certains échanges vont arriver à leur apogée et cet apogée-là semble être incontrôlable. C'est-à-dire comme si les choses nous échappent. Nous sommes en train d'échanger et la conversation a dévié et allé sur un sujet sensible. Ce sujet sensible va générer une difficulté, va générer certaines émotions et ces émotions-là vont me mettre en tension. Dès lors, on vit là, sur l'instant, là, dans le court moment, une certaine crise. Ou ce peut être simplement la nécessité de passer par un temps difficile pour mieux. Par exemple, comment dirais-je, on n'a pas de voiture, on n'a pas de moyen de locomotion parce que financièrement c'est difficile. Donc on est dans un temps de crise, mais on sait que dans 2 mois, dans 5 mois, dans 10 mois, nous aurons les moyens de pouvoir acheter ce véhicule et d'être beaucoup plus à l'aise. Donc on vit un temps de crise, un temps de tension. Donc ce qui a créé cette crise-là, c'est simplement notre vécu ensemble, simplement nos possibilités financières et les exigences de notre vie ensemble. On a besoin de se déplacer. Donc, le fait qu'on ait besoin de se déplacer, le fait qu'on n'ait pas les moyens pour avoir ce moyen de locomotion, a généré une crise. Mais si, par rapport à ce que tu viens de dire, Moïse, tu dis que quand on sait que, par exemple, dans 10 mois, on va avoir la possibilité d'acheter une voiture, mais on sait qu'on vit un temps de crise jusqu'à ces 10 mois. Mais si on sait que dans 10 mois, pourquoi le temps que ça commence, l'inconnu arrive, et les 10 mois, pourquoi il y a une crise? Il y a une crise parce que ce temps-là est un temps difficile. Mais si on sait que dans 10 mois, ce sera résolu, pourquoi nous, on se met en crise? Parce que nous, les temps difficiles, on n'en veut pas, quelque part. Et ces temps difficiles vont générer anxiété, stress, angoisse, tristesse aussi certaines fois, et aussi dans des situations par exemple de deuil. Aussi, je peux prendre par exemple le deuil, un deuil, la perte d'un être cher va générer une crise. Mais on se dit que ça ira, même si on ne peut pas situer le moment, mais on sait qu'à un moment ça ira. Mais pour l'instant là, on n'a pas encore, on va dire cela ainsi, avalé, on n'a pas encore accepté, on n'est pas dans cette phase où, voilà, on se projette de façon beaucoup plus tranquille parce que le temps de difficulté est passé. L'attente là de ce couple, par exemple, pour le moyen de locomotion, est une attente nécessaire parce qu'on n'a pas les moyens, mais c'est une attente difficile, même si on sait qu'on aura les moyens dans tant de temps. On a une promesse d'embauche pour être embauché. Le temps d'être embauché, on est en crise, mais on sait qu'on va être embauché. On ne va pas se dire, bon, tout va bien parce que je vais être embauché. Ça ira. On se projette dans quelque chose d'après. Parce que pour moi, ce qui crée une crise, c'est l'inconnu. C'est quelque chose qui arrive subitement. Aussi. C'est quelque chose dont on ne contrôle pas. Mais par rapport à l'exemple que tu as donné, je suis en train de réfléchir si moi, ce qui crée une crise chez moi, c'est l'inconnu, quelque chose qui tombe comme ça, subitement, quelque chose dont je ne contrôle pas. Mais si j'ai connaissance sur, par exemple, une date butoir, etc., logiquement, je ne devrais pas être en crise. Parce que je me focalise sur une date. Sur l'objectif, ouais. Donc, si chez moi, ce qui crée la crise, c'est quelque chose dont je ne contrôle pas, mais je sais que, par exemple, dans 10 mois, ce sera là. Donc, mine de rien, il y a déjà un contrôle. Parce on n'a pas encore tout à fait, le résultat n'est pas encore là. Le résultat n'est pas encore là, mais si on sait, qu'est-ce qui justifie... En fait, c'est un espoir qu'on a. Voilà, on préfigure, on présuppose, on croit que la chose va arriver. Et donc, oui, on se dit que ça va arriver, mais seulement elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Et comme le résultat positif, là, la délivrance n'est pas encore là, on est
tant que là, cette délivrance, ce moyen-là pour avoir la voiture n'est pas encore là, en fait, on est dans cette situation de crise. Ce qui veut dire, dans vos échanges, ce qui veut dire que ce qui définit être en crise pour un couple, une personne ou une famille, n'est pas ce qui va définir pour un autre individu. Parce que dans ton exemple, tu dis que quand c'est connu, ça fait qu'il n'y a pas de crise. Et Moïse dit, quand c'est connu, ça n'empêchera pas la crise. Donc ça veut dire, dans ce que vous dites, que la réaction, et on était vraiment dans ça, le résultat de quelque part cet événement, parce qu'on n'est même pas encore dans la gestion de l'événement, on est en train de le vivre, l'événement. Et la façon dont l'événement va nous obliger à agir ou réagir va définir ou va indiquer chez le couple ou la famille s'il s'agit d'une crise. Sachant que nous sommes partis sur le fait que la crise est systématiquement une difficulté. Mais la crise, c'est aussi la façon d'agir efficacement à un événement. Et cette façon d'agir efficacement, puisque tu es en train de le décrire, on attend, donc on est OK, alors va nous permettre d'entrer en gestion de la crise. Tout autant que si justement on est OK avec le fait que, bon, dans 10 mois, ça va finir, mais dans la gestion, ça va être un petit peu plus compliqué. Et c'est là où on va dire, bon voilà, la crise nous met dans un contexte, dans une situation. Maintenant, comment on va la gérer de façon plus optimale pour justement vivre cette crise-là, en gros. La vivre au mieux et arriver in fine à une résolution acceptable pour les uns et les autres. C'est ça. C'est ça, en fait. Mais avant d'aborder la notion de gestion de la crise, plutôt dire que la crise est incontournable dans les couples. Parce qu'on est vivant. Parce qu'un couple vit, parce qu'un individu vit, il va en croissance, le couple va en croissance, on évolue. Mais justement, c'est ce que les couples ne veulent pas, justement, la crise. Et ils font tout pour éviter qu'il y ait des problèmes dans la famille, ils font tout pour éviter que ils veulent que tout se passe très bien, mais quand même la crise arrive. Alors, est-ce que les couples ne le veulent pas, puisque quand on consent, quand il y a la vie de couple, l'engagement du mariage, les promesses du mariage, la promesse de la vie à deux, on consent à des bons moments, des mauvais moments. Tout à fait. Donc, peut-être qu'on n'en veut pas, mais ça serait se mettre dans des idées paradoxales. C'est faux, ça viendra. Puisque quand on consent, on sait systématiquement qu'il y aura des hauts et des bas. Avec la pensée que quand un homme et une femme décident de pouvoir se mettre ensemble, ils sont conscients, comme tu viens de dire, qu'ils vont vers un changement, une évolution. Donc, on ne peut pas changer cela, parce que la vie tourne, la vie progresse, on ne peut pas bloquer l'évolution. Donc, si je fais le choix de pouvoir me joindre à quelqu'un, me lier à quelqu'un, premièrement, il va y avoir un changement. Je ne serai plus seul. Mais oui. Oui, c'est clair. Je ne vivrai plus seul, je ne penserai plus à moi seul. Donc, le changement commence dès l'instant où je fais le choix de faire couple. Oui. Là, le jeune qui se marie, en amont, dans sa tête, tout va bien se passer. J'aurai des enfants, mes enfants seront charmants, j'aurai un époux idéal. Donc, il y a cette idée-là qui trotte dans la tête. Et lorsqu'on entre dans le couple, maintenant, paf, ça arrive. Alors, je ne sais pas, est-ce que quand deux personnes, deux jeunes décident de se marier, ils se disent vraiment tout ira bien, mais s'ils disent que tout ira bien, qu'il n'y aura pas de problème, c'est qu'ils ont vécu dans un monde virtuel avant de se marier. Parce que ne serait-ce qu'au sein de la famille, père, mère, s'ils ont grandi dans
avec leurs parents, vivant dans une famille, ils voient quand même, ils ont vu quand même des moments de crise, des moments de difficulté. Après, comme disait Sandrine, chaque famille vit sa vie d'une certaine façon. Ils n'ont pas les mêmes crises, ils n'ont pas la même gestion de crise, ils n'ont pas la même évolution, parce qu'il y en a de ceux qui ont des enfants, peu d'enfants, beaucoup d'enfants, de travail, pas beaucoup de travail, etc. Donc, chacun a un schéma. Donc, quand je fais le choix de pouvoir me marier, je dois m'attendre, dans ce monde qui n'est pas stable, qu'il y ait un changement, qu'il y ait de l'évolution et que ça ne se passe pas toujours bien. Après, tout dépend comment j'aborde la vie, quels sont mes partenaires, d'accord? Parce que quand je dis partenaire, je tiens à déjà soit le mari ou soit la femme déjà, mais dans certains couples, il y a plus que le partenaire femme ou partenaire homme. Ils ont fait le choix de pouvoir baser ils ont fondé leur relation sur un tiers qu'ils appellent Dieu ou d'autres personnes une divinité, peu importe. Je vais rajouter quelque chose par provocation, mais aussi par conviction qui se renforce de plus en plus au travers d'un certain nombre de crises. Alors, Eric disait tout à l'heure, il prenait l'exemple quand deux jeunes se marient. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait... Je suis de plus en plus convaincu qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que deux jeunes se marient. Il faudrait que deux adultes se marient. Pourquoi? Parce que, justement, ces notions de changement, on va, comme a dit Eric à juste titre, vers des changements en entrant en conjugalité. On va vers des changements personnels, on va vers des changements collectifs, on va aussi vers des changements sociétaux. On va entrer dans une logique de transformation d'un système ou du système. On va aussi faire naître un nouveau système. D'accord? Et il faut que ce soit de plus en plus des personnes adultes, pas simplement des jeunes. Je le dis par provocation, ce n'est pas le thème, mais il faut que ce soit des personnes qui soient suffisamment conscientes de la réalité de ce dans lequel elles s'engagent. Et en fait, parce que le changement, la question du changement, il y a des modifications qui vont s'opérer. Et il faut être OK pour ces modifications. L'exemple, par exemple, tout à l'heure de cette attente-là du moyen de locomotion, c'est, on va dire que ce sont deux personnes qui sont conscientes que ce passage-là, ce passage d'attente, ce passage de crise-là a du sens. Et Sandrine disait tout à l'heure, on n'est pas obligé de voir la crise toujours comme du négatif. On est dans un passage, ce n'est pas obligatoirement du négatif parce qu'on n'a pas le moyen de locomotion. On ne l'a pas parce que les moyens financiers ne sont pas encore arrivés, mais ça va venir. Et c'est pour cela qu'Éric nous disait, mais pourquoi ne pas s'inscrire justement dans cette projection et dans cette finalité-là? Pour que je puisse m'inscrire dans cette finalité-là et être au calme face au temps où je passe ce temps-là, il faut que je sois suffisamment mûr psychologiquement, que je sois suffisamment mûr dans ma relation aussi avec l'autre, pour que la réalité de cette difficulté-là, de ce passage-là, ne puisse pas nous mettre à mal émotionnellement et relationnellement. Et c'est un peu cela. Et pour moi, en fait, quelque part, ce monde virtuel-là, il va être mis à mal par le fait que nous soyons conscients des réalités de ces changements, de ceux dans lesquels nous entrons. Et les crises, en fait, vont être certes des crises, certes des moments de difficulté, mais qui vont amener à certaines choses, à des changements qu'on pourrait parler de renaissance, qu'on pourrait parler de transformation. Je pense à la chrysalide, à la chenille dans sa chrysalide. Donc je laisse... oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que encore heureux que les jeunes aient un idéal. Ah oui. Rêve du couple. Hein? Ça, heureusement d'ailleurs. Et ce côté virtuel, on va le nuancer dans le sens où le jeune
qui projette d'être en couple se dit, moi de toute façon, quand ça m'arrivera, voici ce que je ferai. Seulement, ce qui va lui manquer à ce moment-là, c'est le vécu propre. Parce qu'il aura le vécu de la famille, il aura le vécu des autres, mais il ne sera pas encore confronté à ses propres réactions. Oui. Parce qu'il s'agit aussi de ça. Il se dit, moi je ferai ainsi, c'est-à-dire que si on n'a pas de voiture, eh bien écoute, ça va jusqu'à je te porterai, je t'amènerai, ne t'inquiète pas, on va le faire ensemble, on va le faire à deux. Et puis, il va se rajouter à ce moment-là, au moment de la crise, quand on est en couple, le stade du couple. S'il est au début du mariage ou s'il est quand même, on va dire, quelques mois, quelques années après, il va se rajouter aussi l'évolution personnelle, les enjeux, les risques. Eh bien, on n'a pas d'argent, il faut que tu ailles travailler, il faut que j'aille travailler. Comment on va payer le loyer? Mais t'as qu'à te débrouiller. C'est vrai qu'on n'a pas de voiture, mais débrouille-toi. Parce qu'on ne sait pas toujours ce que va générer la crise. Tout à fait. Donc là, c'est se dire à ces jeunes qui vont en effet manquer de maturité, vers quel tiers se tourner? Où aller? Vers qui se ressourcer pour justement rentrer dans cette gestion-là? Et on commence à la toucher, la gestion, justement. Le devenir adulte dont parlait Moïse tout à l'heure, le devenir adulte avant de se marier, nécessite une gestion. On en parle là, la gestion. Est-ce qu'avant, il ne faudrait pas déjà commencer à gérer? On gère ce qu'on connaît. On gère ce qu'on connaît et on ne peut pas gérer l'entreprise tant qu'on n'a pas l'entreprise. Oui, c'est On clair, peut se préparer, on peut se préparer à la gérer, c'est-à-dire acquérir des savoir-faire, acquérir des compétences pour pouvoir, après, in situ, en situation, véritablement exercer. Maintenant, l'exercice de la chose, c'est-à-dire lorsqu'on entre dans l'entreprise, on devient le gérant, le responsable, ça ne veut pas dire que dès mes premières, mes premiers contrats, les choses vont se passer bien. Les choses peuvent, elles vont prendre du temps, c'est possible. Mais, et on donne toujours, si on reste dans le cadre de l'entreprise, on dit qu'une entreprise devient pérenne après au moins 3 ans. Au moins 3 ans d'exercice. Ce qui veut dire qu'il lui faut du temps. Donc, si on revient à l'entreprise, entre guillemets, conjugale, je ne sais pas combien d'années, il me semble qu'on donne au moins 7 ans. Il me semble. Ça veut dire que c'est un devenir. C'est un devenir. Et donc, ce devenir-là, il y a un apprentissage qui va se faire en situation. Et en fait, cette maturité, elle est nécessaire, mais après, prendre conscience que l'exercice pour devenir justement suffisamment mûr et passer dans le tranquille d'Éric, là, ces crises-là, ça va s'apprendre et ça va se construire ensemble pendant un certain temps. Et cette patience, cette empathie, cette écoute, cette tendresse, ce calme, en fait, il s'acquiert avant, mais il s'exerce pendant. C'est ça, en fait. Alors, je vais rajouter quelque chose, Moïse, et je vais reprendre le thème que tu as utilisé tout à l'heure, parce que quand on a parlé que 2 jeunes se marient, et tu as dit plutôt 2 adultes, que tu déconseilles que 2 jeunes se marient. Par exemple, dans la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de la perfection, qui dit, où Dieu dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », etc. Le mot avec lequel on remplace parfait, c'est adulte. Donc, si la perfection, c'est adulte, donc nous tous au départ, nous ne sommes pas des adultes. Mais plutôt, si je devais utiliser un terme concernant le mariage ou 2 personnes, je vais parler de maturité. Donc, avec une certaine maturité, on peut commencer à faire couple.
Et le problème, c'est que si deux personnes, deux jeunes, ils n'ont pas une certaine maturité avant de faire couple, ça va vraiment causer problème par rapport à deux adultes, par exemple, qui ont une certaine maturité. Donc, devenir adulte, c'est une progression et on parle de l'évolution. On parle d'évolution. Donc, constamment, nous sommes dans un changement perpétuel pour arriver à être un adulte, quelqu'un de fait. C'est pour ça que les personnes disent, j'ai dit, j'ai tout vu. Tu vois? Si on doit demander un conseil, on va demander quelqu'un qui a vécu depuis très longtemps, on va lui demander conseil parce que cette personne a vécu, a passé des siècles, des séries d'épreuves, etc. Elle a de l'expérience, cette personne. Donc, ce changement, l'homme face au changement, est une bonne chose. Parce que c'est quelque chose d'obligatoire de pouvoir changer. Parce qu'on ne peut pas rester enfant, on ne peut pas rester jeune toute sa vie. On est dans une évolution. Parce que la Terre, on n'arrive pas à arrêter la Terre. Le soleil tourne, le temps passe. On ne peut pas l'arrêter. On change. Donc, quand deux personnes décident de faire couple, les personnes doivent s'attendre au changement. Et ce qui se passe, c'est que la crise arrive parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Et c'est où rentre Tout à fait. l'idée de renaissance. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit une crise? Parce que nous sommes en perpétuelle crise, parce qu'on est face à l'inconnu. Parce que le mariage, c'est une entreprise sans expérience, d'ailleurs. Alors, nous avons défini un petit peu ce qu'est la crise. Nous avons vu également les causes de la crise. Nous avons vu que la crise, elle est incontournable dans les familles. Maintenant, cette image idéale que nous avons du couple, quelque part, n'est-elle pas la cause des crises? Non, non, pas vraiment. Non, pas vraiment, pas directement, mais aussi. Parce qu'en fait, si on revient sur cet exemple d'entreprise, une entreprise, quelle qu'elle soit, a des défis, va faire face à des défis. Et donc, le couple, quel qu'il soit, devra faire face à des défis. Mais pour moi, le premier des défis du couple, c'est celui de rester ensemble. Oui. Rester ensemble. Le second des défis, c'est de pouvoir s'entendre, s'écouter. C'est un défi parce qu'en fait, cela ne coule pas de source. Ce n'est pas parce que je me suis marié avec un tel, qu'obligatoirement que je vais l'écouter, qu'obligatoirement je voudrais rester avec. Non. En fait, c'est une volonté qui va s'inscrire petit à petit, mais dans le travail que nous accomplissons l'un vis-à-vis de l'autre et l'un avec l'autre. Et les entreprises, en fait, savent qu'elles vont mourir s'il n'y a pas une productivité, s'il n'y a pas quelque chose qui est produit, qui est travaillé et qui permet qu'il y ait ce qu'on appelle une rentabilité. Bon, c'est dur à parler du couple en parlant de rentabilité. Mais il y a véritablement une rentabilité à mettre en place pour que de nouvelles choses puissent naître et qui vont faire du bien à l'un comme à l'autre et à tous les membres du couple et même de la famille lorsqu'il y a famille. Parce que sinon, on ira de crise, de difficulté en difficulté et petit à petit, on va être las, fatigué de se être ensemble, fatigué de cette conjugalité parce qu'elle ne rapporte pas suffisamment de plaisir, suffisamment de bien-être, suffisamment de quiétude. Et dans ces changements-là, il y a cette idée comme quoi je vais travailler pour apporter des éléments, pour apporter une présence, pour apporter une écoute, pour apporter une force, une participation qui va permettre que l'autre aussi va vivre de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments et finalement va se sentir bien et va aussi apporter et ainsi de suite. Et donc, on fait tourner la machine. Et pour moi, c'est ça, cette rentabilité. Maintenant, la rentabilité au niveau du couple, on va dire que c'est autour de la notion de l'amour, d'accord? Ok, on est bien dans cela. Oui, mais cette image idéale, on n'arrive pas à l'atteindre. Alors, il faut la casser. Voilà, mais c'est ce que tu es en train de faire, Moïse, justement. Il faut la casser. Et là, c'est à souligner. C'est-à-dire que nous sommes dans un changement d'angle de vue. Moïse est en train de dire
que l'idéal, il est là, dans le sens où le but, c'est d'être ensemble, de vivre ensemble, Tout à fait. de s'entendre ensemble, de faire couple. Et certaines fois, on dit, ben, il y a une crise, ça nous cause souci. Ça veut dire, et ça c'est ce qu'on se dit, ça veut dire que comme on se cause souci, on ne va plus être et vivre ensemble. Sauf que Moïse est en train de dire, mais finalement, quel est le sens de cet idéal? Cet idéal vraiment, ce qui fait racine, ce qui pose, c'est qu'on soit là ensemble à faire face à. Et c'est là, il faut se dire, mais finalement, qu'est-ce que je recherchais? Et on l'a dit tout à l'heure, des jeunes recherchent à construire ensemble, être ensemble, affronter ensemble. Et puis finalement, la crise vient. Et qu'est-ce que j'ai dit dans l'exemple de Moïse? Eh bien, un va dire à l'autre, mais marche à pied. Oui. Est-ce que le fait de marcher à pied va dissocier le couple? Ou bien, je vais te dire, marche à pied. Est-ce que moi, en tant qu'époux, je vais faire attention aux chaussures? Je vais faire attention à son équipement? Quand il va arriver, est-ce qu'il aura de quoi manger? Ou avant de partir, est-ce qu'il aura de quoi manger? Quelque part, c'est se dire que même si je lui demande de marcher à pied, est-ce que je vais être dans cet idéal du couple? Est-ce que je permets la marche? Parce que je permets la marche, mais je permets aussi de m'adapter à ce qui va à cette réalité, à ma réalité, mais sans me dissocier de l'autre. Et là, je ne perds pas l'idéal. Donc, à savoir, là, pour justement ces jeunes ou ces personnes qui tendent vers une maturité ou vers une perfection, vers un monde d'adulte. On dit que le monde d'adulte, c'est celui qui est autonome. Et celui qui est autonome vit selon ses propres règles. Donc, est-ce que dans mon couple, je vais mettre en place des règles qui vont nous permettre de gérer la crise et de renaître de façon à ce que mon idéal, je le vive. Soit perpétué. Voilà, et c'est là où il faut se dire, mais finalement, on n'est plus dans c'est pas non seulement du virtuel, mais c'est dans l'esprit romantique, romanesque du couple, mais c'est se dire, je vais et j'affronte la vie avec toi. Oui. Et là, je suis là-dedans. Tout en ce que je vais rajouter aussi, c'est que quand je décide de faire couple, j'ai l'idéal, j'ai mon idéal. Je sais que je fais tout pour devenir autonome, pour reprendre tes mots, c'est-à-dire devenir adulte. Mais pour le devenir et pour créer mes propres lois, je dois me connaître. Or, celui qui me permet de me connaître, c'est le vis-à-vis. Oui. C'est celui qui est en face de moi. Pourquoi? Parce que le vis-à-vis, c'est celui qui te montre tes limites. Et on a besoin que quelqu'un nous montre nos limites. C'est pourquoi la femme ou le mari, c'est le vis-à-vis l'un de l'autre, vice-versa. Et on se montre nos limites. Ce qui veut dire que quand tu arrives à ta limite, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as besoin, quand tu es limité, tu as besoin d'un relais. Et c'est où rentre le conjoint. Parce que le conjoint, c'est ton autre moitié, même si certaines personnes ne gardent pas toujours cette notion, mais c'est ta moitié. Parce que l'homme, c'est composé, l'humain, c'est mâle et femelle. Nous ne sommes qu'une partie de l'humanité quand nous sommes seuls. Et quand nous sommes ensemble, nous formons l'humanité. Et si des personnes, par exemple, sont croyantes, alors chacun d'entre eux, c'est une partie de l'image de la divinité. Donc quand ils sont ensemble, ils montrent l'image complète de la divinité. Donc
Si nous vivons dans cet élan de changement, de pouvoir création, de devenir adulte, d'être autonome, etc., nous avons besoin de pouvoir nous connaître et nous avons surtout besoin de l'autre pour pouvoir nous connaître. Parce que quand nous rencontrons le changement, d'accord, nous faisons face aux crises parce que nous arrivons à des limites, des choses que nous n'arrivons pas à contrôler, des choses que nous n'avons pas le pouvoir dessus. Mais faut-il être conscient de ces limites, premièrement, Oui, et ensuite, il faut que l'autre accepte d'être le relayeur. Mais il y a un contrat qui a été passé, entre guillemets, et on disait que justement, il y a nécessité pour l'un et pour l'autre d'accepter D'être le relais. Oui, d'être relais de l'autre, donc de se battre, de travailler ensemble, de faire fructifier la chose ensemble. Et donc, c'est un contrat tacite, mais c'est très souvent aussi un contrat écrit. Et on peut même dire, bon, je n'allais pas dire ça, il ne faut pas que je dise ça. Mais ce contrat tacite-là, il m'appelle à m'investir, d'accord? Et dans cet investissement, en fait, l'idée, au fond, derrière, qui est travaillée, c'est celui de pouvoir produire, je disais. On va produire, il y a des choses qui vont être produites. Et la crise, là où les crises vont donner lieu à de nouvelles naissances, vont donner lieu à on peut parler d'accouchement, on peut parler de gestation. Il y a des choses qui vont être en gestation et qui vont pouvoir arriver après à la réalité, à sortir, et maintenant on devra s'occuper d'elle. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est tout un challenge, c'est tout un chantier, c'est tout un voyage en fait, cette affaire-là. L'homme face à ces changements, la femme face à ces changements, le couple face à ces changements, parce que mais il faut que ce soit conscientisé. C'est pour cela que je parlais d'adultes, et Eric, moi je trouve le thème très fort, parfait, d'accord? Ça veut dire que c'est des personnes qui sont conscientes, qui sont clairvoyantes, qui savent en fait là où elles sont, là, et qui face à une crise, elles ne sont pas mises à mal. Mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une crise. Excuse-moi, mais la crise peut s'aggraver si je ne peux pas compter sur toi. Elle ne s'aggrave pas, pardon, Sandrine a demandé, mais elle ne s'aggrave pas la crise parce que l'autre ne peut pas compter sur moi. La crise, c'est-à-dire qu'elle nous submerge. Quand je ne peux pas compter sur l'autre, quand l'autre a des failles, en fait, ça veut dire que la crise est en train de nous submerger, de prendre le dessus. Mais la crise, elle est somme toute normale. Parce qu'elle est soit du fait de choses qu'on a fait, ou en fait, c'est la réalité qui... On est dans le réel, on est dans le réel. Et ce réel-là, il faut pouvoir l'accepter. Et si mon partenaire défaille, il n'y a rien de, comment dirais-je, d'inconcevable, de catastrophique là. Mais c'est comment maintenant nous allons être adultes, parfaits, partenaires, comment nous allons faire face maintenant à cette crise, à cette situation, pour qu'il en sorte quelque chose de l'ordre de ce que nous voulons. C'est là, en fait, toute la question. Oui, Sandrine? Oui, alors, dans ce que tu dis, Moïse, et dans ce qui est dit, c'est surtout qu'on n'a pas envie de vivre ça. Hein? On n'a pas envie de s'y confronter, on n'a pas envie de l'affronter. Pourquoi? Parce que ça nous remet en question. Hein? Ça nous remet en question. C'est pas évident d'être remis en question, de finalement faire le deuil de certains idéaux. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi quand il y a des crises? Il y a des questionnements existentiels. Qu'est-ce que je fais là, avec cet homme-là, avec cette femme-là? Elle est toujours en train de s'énerver. Quand il rentre, il ne fait rien, alors qu'on s'était promis telle ou telle chose. On a aussi le cycle de la femme. Il y a des temps d'irritabilité, des changements d'humeur.
On a aussi la fatigue de l'homme. Hein. Il y a aussi l'homme est certaines fois fatigué. Il n'a pas envie de parler. Et on a face à lui une femme qui veut parler. Donc, il ne faut pas oublier le contexte aussi. La temporalité. Voilà, le contexte, les temps, les enjeux, s'il se rajoute des enfants, s'il se rajoute la maladie, et etc., etc. On a plein de choses, et je prends ce mot-là, qui vont venir ébranler. Ouais, Ça va secouer. Mais pourtant, quand on veut cueillir un fruit, certaines fois, on prend la golette, on secoue la branche et on est content de manger ce fruit-là. Et c'est là où je dis, la crise, en gros, c'est un outil qui permet au couple, et c'est ce qu'on dit, de renaître. Alors, seulement, est-ce qu'on accepte de renaître? Est-ce qu'on accepte d'être une... On est version 1, dans 1 an, 2 ans, on sera version 2. Et on progresse, on évolue jusqu'à devenir ce couple-là. Et ce qui arrive souvent, c'est que nous restons dans la crise quand nous attendons que ça soit sur l'autre qui change. Or, quand nous faisons face à une crise, nous devons nous analyser, nous. Et le changement doit venir de nous. Pourquoi? Parce que si j'attends que l'autre change, je serai toujours en crise. Et pour que je puisse sortir de la crise, je dois renaître. Ça doit créer une nouvelle personne. Non, mais c'est toujours l'autre qu'on voit comme étant à l'origine de la crise. Mais le problème dans Et maintenant, tu me dis que c'est moi qui dois changer. Voilà un exemple. On prend l'exemple d'Adam et Ève. L'origine. Ève va s'éloigner un moment, nous sommes tous les deux dans le jardin, et Ève va bien sûr manger le fruit, désobéir à Dieu, et Ève va apporter le fruit aussi pour que Adam puisse participer. Adam participe, et nous connaissons la suite, l'un jette la responsabilité sur l'autre. Tant que l'un jette la responsabilité sur l'autre, il reste en crise. Par contre, Dieu va les aider à sortir de la crise. Parce qu'il va falloir qu'une personne couvre la faute. Et c'est ce qui se passe. L'animal est tué, on recouvre leur nudité parce que le problème, c'est qu'ils se voient nus. Ils se voient nus et ils se rendent compte que s'ils ont honte, c'est qu'ils ont désobéi. Maintenant, pour qu'ils puissent sortir de la crise, parce que c'est vrai qu'ils se sont trouvés dans une crise, ils sont séparés de Dieu, ils sont nus, ils se cachent, ils mentent. On voit qu'une série d'événements se passe par la suite. À partir d'un événement, ils sont en crise. Et pour permettre le changement, pour arrêter la crise, eh bien, il y a des propositions qui seront faites. Et on voit que ce sont des bénédictions que Dieu fait pour chacun dans l'autre. Pour l'autre. Et pour l'homme aussi, par exemple, il dit qu'à cause de toi, la terre sera maudite, ce sera la sueur de ton front que tu mangeras. Mais nous voyons que pour pouvoir sortir de la crise, il faut qu'ils se détournent d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont concentrés sur leur personne, ils protègent leur personne. Et par la suite, on va voir quand ils seront sortis, tirés du jardin, ils vont devoir maintenant prendre leur vie en main, créer leur environnement, créer maintenant leur maison. Et une autre chose qui va les permettre aussi de sortir de la crise, c'est que quand ils vont commencer à procréer, ils vont se centrer maintenant sur l'enfant. Donc, on voit cette attention qu'ils avaient sur leur personne. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est elle. Mais quand ils vont se mettre ensemble pour pouvoir se concentrer sur un tiers, une autre personne, on va voir qu'il y a une évolution dans le couple. Et ce qui va se passer, au fur et à mesure, ils vont avoir cet espoir que, finalement, la crise est réglée déjà par l'attitude de Dieu qui vient auprès de lui et qui les recouvre pour leur dire, voilà la solution à votre crise. Donc, ce n'est pas encore arrivé. Ils ne sont pas encore arrivés. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont cette espérance, une autre vision du futur qui sera différente. Donc, ils ont de quoi pour pouvoir maintenant s'occuper et procréer, s'occuper du jardin, s'occuper de la terre.
Alors, est-ce que ça veut dire que lorsque un couple est en crise et donc doit renaître quelque part, qu'ils doivent faire appel à des éléments extérieurs? Ça peut être ma première question dans ce que tu dis. En gros, c'est quelles sont les ressources? Est-ce qu'on a envie de prendre des ressources, non seulement, et dans ce que tu as dit, pas de moi, mais de l'autre ou d'un autre? Et là, je me dis, mais est-ce qu'il faut que les gens soient au courant de mes affaires? Est-ce que si je suis dans une crise, ce n'est pas quelque chose qui me concerne, moi et mon épouse? Est-ce que finalement, puisque on est dans cette construction du couple, est-ce que finalement, je ne peux pas le régler entre moi et mon épouse? Pourquoi je dis ça? Parce que là, on est en train de, et tu l'as très bien dit, quelqu'un qui a pris en charge, là tu as parlé de Dieu, mais qui peut prendre en charge de façon sécure pour ne pas dissocier le couple? Oui. Parce que déjà la crise en elle-même, on l'a dit tout à l'heure, risque de briser l'idéal, mais de dissocier le couple. Et dans l'exemple que tu donnes, le couple-là, il est pris en charge ensemble. Il n'est pas mis l'un contre l'autre, il n'est pas, comment je veux dire ça? Il n'est pas brisé. Il n'est pas brisé, on n'amène pas de division, parce que on ne va pas se mentir que les crises amènent des divisions dans le couple. Et des tierces amènent des divisions dans le couple, puisqu'ils sont meilleurs conseilleurs dans la gestion de la crise. Et cela a un impact sur la gestion. Ça a un impact sur la gestion et sur la renaissance. Il y a la société, il y a les réseaux sociaux. Exactement. Il y a tout ce qu'on voit autour de soi. Et là, on se pose des questions. On se pose des questions. Pourquoi ne pas faire comme un tel qui... Bon, ben, la meilleure solution, c'est la séparation. Tout à fait. Parce que quand on est en crise à l'intérieur, on dit comment lever la tête, comment sortir la tête dans le guidon, qui, quelque part, va être apte à m'appeler et vraiment à me mettre dans un défi, Moïse, tu as dit le mot tout à l'heure, de rester, de faire face au couple, de renaître en couple, d'avancer en couple. Si je dois apporter une réponse à la question que tu viens de poser, pour pouvoir aider un couple, pour pouvoir venir en aide à des personnes qui sont en crise, il faut que ce sont des personnes vraiment qui ont une connaissance, d'accord, de ce qu'est le couple et de connaître l'objectif du couple, du mariage. Si nous partons depuis au départ avec cette conviction que deux personnes se mettent ensemble pour fonder un foyer, pour créer une entité, nous allons dans le sens pour les permettre de devenir adultes. Mais si, dès le départ, j'ai une vision qui est erronée en ce qui concerne le couple, ce que Dieu unit, deux personnes que Dieu unit, que ce soit au travers du mariage, peu importe la façon qu'ils se sont emboîtés dans le mariage, mais si j'ai dans cette optique de construction, je ne peux pas aller dans le sens de déconstruire. Et c'est pour ça que je dois avoir les outils nécessaires pour permettre à ce que deux personnes qui sont en crise de pouvoir renaître. Parce que nous parlons de naissance, c'est vrai qu'on parle de renaissance, mais on parle de quelque chose qui est en évolution, de construction. Donc je dois faire ça. Après ça, les deux personnes qui doivent sortir doivent être deux personnes différentes. C'était pas autant que lorsque le couple passe par la crise, qu'ils prennent conscience que c'est une étape pour pouvoir affranchir, pour pouvoir passer de l'autre côté. Oui. Pour qu'il ait cette prise de conscience, le couple, et donc les deux protagonistes, comme le disait Eric, moi j'aime bien encore cette expression, doivent être parfaits. Et si on revient, doivent être adultes. Mais donc vous êtes en train de nous dire... Je fais nuance. Je sais que tu vas faire une nuance. On devient adulte. Parce que, mais c'est dans cette acceptation de progression, on parle de défi,
ce défi-là, cette situation-là, ces événements-là ne sont pas contre-productifs de ce qu'on a décidé, prévu. Bien au contraire. Et on va en sortir, on a cette conscience-là, on a cette certitude-là qu'on va en sortir grandi, renaître. On va renaître. Il y a de nouveaux éléments qui vont s'ajouter, s'adjoindre à qui nous sommes, individuels, à qui nous sommes couple, conjugalement, mais à qui nous sommes aussi en tant qu'entité sociale, par exemple la famille. Et ça, en fait, ça veut dire que ce temps-là, c'est un temps de force, un temps de travail qui va me permettre d'évoluer. Et donc, lorsqu'ils n'ont pas cette conscience-là, et donc, je le dis encore, hein, lorsqu'ils sont jeunes dans leur tête, jeunes dans leurs désirs, jeunes dans leurs émotions, jeunes dans leurs sentiments, et qu'on s'arrête simplement à cette illusion de l'amour, je t'aime, et tout ça, on se marie parce que je t'aime, tu es belle, tu es beau, tu es machin. Et on se marie dans cela, et on fait couple dans ça, on fait famille dans cela. En fait, on met tous les ingrédients possibles, nécessaires, pour que ça capote. Pas qu'on veuille que ça capote, hein? C'est parce que je crois sincèrement que les personnes, d'ailleurs même des adultes, physiologiquement, peuvent être dans cette logique, hein, d'accord? On parle vraiment d'adultes physiologiquement. Et moi, je parle d'adultes psychologiques. Alors, c'est passionnant ce que nous dites. Parce que psychologiquement adulte et physiologiquement adulte, c'est deux choses différentes, deux réalités différentes. Mais c'est bien que les deux soient ensemble. Oui, mais est-ce que cela veut dire que le couple qui n'a pas su gérer la crise, eh bien, n'ont pas été des hommes mûrs, adultes? Et c'est sur ça que je venais. C'est vraiment développer cette idée de la perfection, hein, et cette idée de maturité. Et la perfection, je vais l'associer au mot réussite. Oui. Le mot réussite, réussir, c'est la somme de tous les échecs. C'est ce qui a permis de pouvoir... Parce que tous les échecs vont ouvrir les yeux. Voilà. Oui, l'expérience. Oui, c'est l'expérience. De donner l'expérience, sachant que la réussite, on peut aussi l'associer avec la sagesse. Oui. La sagesse, c'est quoi? C'est la théorie, c'est le vécu et la pratique. Le vécu, quand je sépare vécu et pratique, parce que ce n'est pas seulement mon propre vécu, c'est le vécu de tous et comment moi je vais le mettre en pratique. Oui. Et ces trois dynamiques-là vont amener donc la sagesse, la réussite, la maturité, donc l'autonomie. Et souvent, on est dans une société où avoir des boss, finalement, on se dit que c'est bien. Avoir des fêlures, finalement, on se dit que c'est bien, pourquoi pas. Mais dans la réalité, on a une injonction à quelque chose de lisse. Oui. Parce que quand c'est parfait, ça veut dire que c'est zéro défaut. Et c'est là où tu viens. Tu es en train de dire comment on fait, finalement, est-ce que parce qu'on n'a pas réussi à gérer cette crise-là, on n'est pas bien. Mais il faut se dire qu'on n'a pas réussi à gérer cette crise-là. Déjà, de se le dire, c'est renaître. Parce qu'on amène un autre raisonnement. On amène une autre mentalité. On se dit, tu as vu, on n'a pas réussi. Mais t'inquiète pas, la prochaine fois, même si on ne fait pas 100% mieux, mais on fera autrement encore. Et là, c'est se dire, par rapport à vraiment ce que tu es en train de soulever là, Jean, quelque chose de très important. On va subir les crises, on va subir les changements. Il faudra renaître, mais surtout se dire, qu'est-ce qu'on met en place pour ça? Et est-ce que je suis OK avec une imperfection de base pour arriver à une perfection? Mais ça ne veut pas dire que la perfection
ne va pas devoir être questionné à un autre moment. Parce qu'au moment où on est parfait, quand on a 25 ans, ce n'est pas la perfection quand on aura 90 ans. Et j'en passe. C'est surtout aussi sortir de ces dictats que nous amène la société. On aime dire noces d'or, noces d'argent, noces de coton, noces de diamant. Fier. Voilà, donc à ce moment-là, on sera comme ça dans le couple. Tout à fait. Donc dans 10 ans, on sera comme ça. Et Moïse a parlé d'évaluation, il faut 7 ans. Mais pour certains couples, c'est comme la marche pour les enfants. Il faudra 10 ans. Et c'est comment on est OK avec ça. C'est ça qui nous permet de faire face. Alors, ma question suivante va nous permettre encore d'avancer plus loin, mais c'est une question qui revient à contre-pied. C'est-à-dire, un couple qui n'a pas de crise, qui ne connaît pas de crise, tout va très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Qu'en pensez-vous? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est possible. Ça n'existe pas. Mais c'est possible. C'est possible dans l'idéal, dans l'imaginaire qu'on s'en fait, dans l'illusion que l'on a. C'est ça. C'est Mais possible. ça n'existe pas. Et à la limite, cela ne devrait pas exister. Et si ça existe, il y a un problème. Hein? Exactement. Pourquoi? J'allais dire le déni. On est dans le déni. On Voilà. est dans le déni. Tout à Mais c'est fait. clair que dans le déni, tout existe. Mais bien Eh sûr. bien oui. Dans le déni, tout existe. Et rien n'existe. Mais en fait, et Sandrine a très bien expliqué la chose, le côté lisse, tout lisse là. Et c'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous pond, c'est ce vers lequel on nous appelle à aller. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et lorsque je m'engage, et je prends encore cet exemple d'entreprise, lorsque je m'engage avec des personnes à travailler ensemble, on s'engage à travailler ensemble, à transpirer, à suer, parce qu'on sait que les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. On devra batailler. Et l'idée de la crise, c'est ça, c'est cette bataille, c'est ce combat, mais avec l'idée qu'au bout, j'aurai cette voiture-là. C'est ça, en fait. Et c'est accepter de passer ce temps-là. On a parlé de la crise comme l'accouchement. Il y a des femmes, lors de leur première grossesse, le premier accouchement, il y a une femme là, hein, donc nous les hommes, on n'accouche pas. Et quoique, il y en a qui le font, lors de leur premier accouchement, ils disent « Je ne veux plus d'enfants, c'est trop dur, c'était trop dur. » Pendant l'accouchement, hein, c'est trop dur, je ne veux plus. Et elles en veulent à l'homme avec lequel elles voulaient faire l'enfant, et qui est là, hein, leur tenir la main, elle lui crie dessus parce que c'est dur, ça fait mal. OK? Elles sont dans un moment de crise, de tension extrême pour pouvoir donner naissance à cet enfant-là. Lorsque l'enfant est là, la mère est simplement contente. Elle a mal, ok? C'est pas qu'elle n'est plus mal, hein, Sandrine confirme ou pas. C'est pas qu'elle n'est plus mal. Elle a mal, mais elle est contente. Elle est contente de son enfant. Elle est contente aussi de celui sur qui elle criait là tout à l'heure, il y a quelques minutes. Elle est contente de lui parce qu'avec lui, nous avons fait ça. Nous avons créé, nous avons donné vie à cet enfant. Oui, Maurice, c'est bien, mais il ne faut pas que la crise dure trop longtemps. Alors, ça dépend combien de temps dure l'accouchement. Mais pour répondre, pour étayer ce même que... si ça dure longtemps, me semble-t-il, hein, après, elle est contente. Oui, tout à fait, parce que l'enfant est en vie. Parce que de cette crise... Ça, on parle d'accouchement, mais lorsqu'il s'agit de crise interne dans le couple... Parce que cette crise donne naissance à quelque chose. Mais donne naissance à quelque chose d'agréable. Oui. Donc, quand deux personnes sont parce en qu'on crise... l'accepte. Non, c'est-à-dire que c'est le fruit de deux personnes. Oui. L'enfant et ce moment de... Oui, c'est la récompense, mais l'enfant, c'est le fruit, c'est-à-dire qui a apporté une crise où deux personnes se sont mises ensemble. Donc, le résultat, ce qui sort de cette crise, c'est l'enfant qui est produit de ces deux personnes. Donc, quand un homme et une femme font face à une crise, logiquement, ça devrait donner naissance
à quelque chose D'agréable. d'agréable ou pas. C'est ça. Ou pas. Ou pas, oui. Tout Malheureusement. dépend. Voilà, tout dépend comment on s'est mis ensemble dans cette crise. Et quand on parle de renaissance, on a l'impression, quand on parle de renaissance, mais c'est une nouvelle, Quelque chose de une nouveau. nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Donc, la crise est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une permanente évolution de la vie et ça produit quelque chose. Mais ça ne doit pas produire quelque chose de pire de ce qu'on était. Bon, Sandrine va réagir. Alors, oui, moi, ce que je relève là, c'est quelle est notre tolérance à la douleur. Aussi. En gros, parce que oui, la crise, c'est un accouchement. Après, ça peut donner l'agréable. quelque chose d'agréable ou pas. Hein, parce que cette voiture, peut-être qu'ils l'auront pas, en fait. En gros, ils se sont donné l'objectif de l'avoir. Finalement, ils vont rester, comme tu viens de dire, dans 10 ans, 14 dans ans, cette 15 crise. ans. Tout à fait. Donc, et en gros, comment je vais gérer les frustrations, les douleurs et les souffrances que va générer cette crise-là. Je le dis au singulier, là. Pourquoi je le dis au singulier? Et c'est important de le dire au singulier. On peut vivre plusieurs crises, d'accord? Mais et Moïse l'a très bien dit tout à l'heure en disant qu'on est quand même dans quelque chose de global, c'est-à-dire quelque chose qui nous submerge, mais ça va rester cette crise-là. On va croire que c'est soit une autre, soit quelque chose qui s'est aggravé, mais finalement, il s'agit de cette crise-là. Et là, j'interpelle tous ceux qui vivent en couple, tous ceux qui vivent, parce que même quand tu es seul, oui. tu vis la crise. C'est de se dire là, est-ce que cette douleur et cette frustration et ces souffrances, je vais pouvoir les affronter? À la base, c'est non. J'aime pas souffrir. Je n'en veux pas. Je n'en veux Je pas. n'en veux pas. J'ai peur de souffrir. Ça fait mal. Quand on accouche, ça fait mal. En effet, si je serre la main d'Éric pendant que j'accouche, ça fait mal. Et j'ai une histoire d'une dame qui ne criait pas quand elle accouchait. Et l'aide-soignante lui a dit, mais on ne sait pas que vous avez mal, vous ne criez pas. Parce qu'on n'a pas tous la même réaction face à la douleur, face aux frustrations. Et on pense que parce qu'on est frustré, on met en échec son couple, ou je suis en échec. Donc, quelque part, c'est est-ce que je suis en aptitude de me questionner et de questionner? Est-ce que je suis OK aussi avec moi? Ça ne veut pas dire que je ne serai pas un bon mari parce que mon couple vit des frustrations, des crises, etc. Ça ne veut pas dire ça. Et certaines fois, le centre, c'est que je me remets systématiquement en question, mais pour m'enterrer, pas pour me faire renaître. Et c'est ça aussi le truc. Et c'est bien que tu le dis, ça me fait penser à quelqu'un qui passe dans une crise. Tout au début, nous avons aussi dans le jardin 2 frères, Caïn et Abel, où Dieu demande un sacrifice, une offrande, qui rappelle et qui est en train de préfigurer quelqu'un qui viendra par la suite pour pouvoir les faire sortir de cette crise mondiale, d'accord, de l'humanité. Parce que nous avons une crise, notre crise, c'est que nous mourons. Nous tous, nous passons par la mort, tous nous tombons malades à cause du péché, la désobéissance. Et les deux sont là, il y a Caïn là, Abel est là, ils offrent un sacrifice. Le sacrifice, c'est que Dieu demande un animal, un mâle, un jeune, mais toujours un animal. Ok? Abel, lui, il s'occupe des animaux, d'accord? Il est éleveur. Lui, il va prendre un agneau. Caïn, lui, il est quoi? Il est agriculteur. Et Dieu lui demande un agneau. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il va offrir à Dieu les meilleurs fruits de son jardin. Belle intention. Oui, belle intention. Mais l'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est un animal.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour vivre sur la terre, ils avaient besoin des éleveurs, mais ils ont besoin aussi des agriculteurs. Oui. Mais là, ici, la demande de Dieu, c'est que Caïn demande à Abel, ils doivent acheter, ils doivent échanger pour avoir un animal. Donc, il dépend de son frère pour pouvoir plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère offrir les fruits. Le feu descend sur l'autel pour Abel parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. Et pour Caïn, non. Caïn rentre en crise. Il est frustré parce que Dieu n'a pas agréé son autel. Et Caïn, lui, il va penser dans sa tête et il va devenir fâché face à sa crise. Pourquoi? Parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est en crise à cause de lui. Et il va commencer à avoir des pensées. Et Dieu lui dit une chose. Caïn, le péché se couche à ta porte, domine sur lui. Donc ça veut dire que si Dieu lui dit de dominer sur son péché, qui se couche à sa porte, c'est qu'il avait la capacité de pouvoir le faire. Ou bien pas, comme Sandrine vient de dire. Il dit peut-être pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laisser aller et il va venir à tuer son frère Abel. J'ai pris l'exemple de 2 hommes. Mais c'est comme ça se passe dans le couple. Nous sommes tous les 2 différents. Moi, je suis agriculteur. Ma femme, elle est celle qui s'occupe des animaux. L'un dépend de l'autre parce qu'elle a besoin des légumes aussi. Mais le couple, c'est quand nous faisons fusion ensemble et que nous permettons à ce que l'autre de vivre de ce que je suis, de ce que je fais. Mais le problème, c'est que quand je suis face à quelque chose où je n'ai pas pris le temps d'obéir, de suivre une prescription, comme dans le couple, comment faire, je peux rentrer en crise. Et pour pouvoir sortir de cette crise-là, je dois premièrement apprendre à dominer sur mes pensées qui peuvent venir, qui est due à ma frustration, d'accord? Mais aussi à mon orgueil. Oui, des pensées égocentrées. À mon orgueil. Et si je rentre en moi-même et j'écoute les lois du mariage, alors je vais devoir faire certaines choses. Renaître face à la crise, devenir une autre personne pour permettre à ce qu'on puisse faire couple à nouveau et grandir. Et c'est la crise qui me permettra de découvrir que je suis quelqu'un d'autre. Parce que j'ai pu faire face à quelque chose où j'étais frustré, mais le fait que j'ai obéi à la loi du mariage, alors cela m'a permis de renaître et de grandir. Et ce sont nécessairement des cerveaux qui sont dans une dynamique de progression, cette dynamique de perfectibilité, en train de s'adultérer, de devenir adulte, d'accord, ok? De devenir adulte, Voilà, d'accord? comme ça. Voilà, parce que cette conscience-là de notre devenir dans le couple, dans l'entreprise, dans les relations familiales, dans les relations, quelles que soient les relations, cette conscience-là est importante. Ça veut dire qu'on est... moi, j'avais lu un livre comme ça, l'homme en changement. En mutant. En mutation. Il est en train de changer. Plus il progresse, plus il grandit. Et on a parlé d'expérience. Il acquiert de l'expérience. Il acquiert du savoir-faire et il se transforme. Maintenant, effectivement, face aux frustrations, on va mettre en place, en fonction de l'individu, en fonction des fois de là où on en est émotionnellement, sentimentalement, dans notre développement, on va mettre en place des mécanismes de défense qui vont être différents. Mais c'est ça. OK? Et pour faire face. Mais ce qui est beau, en fait, lorsqu'on parle de conjugalité, c'est que la conjugalité m'invite à donner sens au changement, à lui donner un sens. Quel est son sens, quel est son but? Mais aussi à rendre équitable cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on est là ensemble. Il faut que chacun puisse en tirer le meilleur. Donc, je suis là aussi pour l'autre. Je ne suis pas là dans cette logique égocentrée, mais dans une logique d'équité pour que nous puissions avancer. Et dès lors, on va préserver ce qui avait déjà ce qu'on a posé antérieurement, qui a fait la base. On va préserver cela. Et effectivement, on avance vers quelque chose pour nous d'idéal. Mais constamment, cet idéal est toujours là en point de mire. Et pour moi, c'est important que nos amis auditeurs, tous ceux qui nous écoutent et nous regardent,
puissent se poser cette question-là en tant que couple et comme a dit Sandrine, en tant que personne aussi. Est-ce que je m'inscris dans cela? C'est-à-dire, est-ce que mon problème, c'est ce qui se passe là? Ou est-ce que je regarde vers ce vers lequel je veux aller et que je me dis, mais je dois travailler avec elle, avec lui, avec eux, pour cela en fait. Malgré eux, et pas s'arrêter à ce que mon mari, il est ceci, ma femme, elle est cela, il y a cette façon de... Et donc, en s'arrêtant à cela, on accepte d'être frustré. Elle n'est pas comme ceci, il n'est pas comme cela. Et donc, finalement, je suis frustré. Et en fait, on dit qu'il y a une cascade. On va couper les liens, en fait. Tout à fait. Ça sous-entend aussi, dans ce que tu es en train de souligner, Moïse, ça sous-entend qu'il faut aller à contre-courant d'une société dans laquelle on vit. Oui. Parce qu'on est quand même dans du postmodernisme, je vais le dire comme ça, où tout doit être tout de suite et maintenant. Seulement là, ce qu'on est en train de vraiment détailler, c'est qu'on est dans une progression. Un bébé qui vient de naître, qui a 1 jour, n'a pas les éléments, le développement et toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir, je vais le dire vraiment à l'opposé, être en fauteuil roulant ou avoir besoin d'un matériel auxiliaire, d'une canne ou d'un déambulateur pour marcher. Les images sont très opposées, mais finalement, c'est ça en fait. Au début, on va être content parce qu'on va marcher, mais comment on va faire quand on aura certaines altérations? Tout à fait. Et l'autre ne va pas dans le même rythme que soi. Et l'autre ne va pas dans le même rythme. Et il ne faudra pas les mêmes matériels auxiliaires. Il faudra au bout d'un moment que je porte des lunettes, tandis que toi, tu devras prendre une canne pour marcher. Donc, quelque part, c'est se dire que ça ne marche pas du jour au lendemain. Seulement, la société nous dit que tu fais un clic et ça va. Mais ce n'est pas la vraie vie. Et je vais rajouter quelque chose à ce que Sandrine vient de dire là. Et je vais utiliser 2 termes que nous connaissons, l'évolutionnisme et le créationnisme. Si nous allons dans le sens de la société et nous pensons que nous allons évoluer, nous avons évolué, alors il y a un souci. Si nous comptons sur l'évolution, cela veut dire que nous ne serons pas au contrôle et nous n'avons pas vraiment de décision précise à prendre, qui est différent que le créationnisme, celui qui crée, celui qui accepte une création, une nouvelle naissance. D'accord? Quelque chose de nouveau. Parce que ce qui se passe quand nous allons dans le sens de la société, nous subissons l'évolutionnisme. Ce n'est pas nous ce qui va pousser sur nous, je vais dans la pensée de l'évolution, ce qui va pousser sur nous, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai désiré, mais c'est quelque chose qui tombe sur moi naturellement. Alors que le créationnisme, c'est que nous sommes conscients du changement. Nous sommes volontaires au changement. Et souvent, il y a des couples qui sont sur l'optique de l'évolutionnisme, et bien, ils subissent. Et c'est ce qui va se passer. Ils ne sont pas maîtres de leur vie, de leur couple, des changements, alors que celui qui compte sur un tiers, par exemple, le chrétien, lui, qui compte sur Dieu, celui qui a créé le mariage, parce qu'il compte sur cela, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers l'auteur pour pouvoir avoir les éléments nécessaires pour construire son couple et ainsi permettre une nouvelle naissance. Ouais. La renaissance, pour moi, la renaissance, là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans le sens où si on a tendance des fois à stagner et à être dans... Il y a certaines personnes, et particulièrement les femmes, qui sont mal par rapport à la routine. C'est trop routinier. Un couple, je reçois dont la femme, elle est en difficulté avec son mari parce que son mari est très routinier. Et il ne trouve pas pourquoi est-ce que les choses devraient changer entre eux.
C'est bien, on est là, on est ensemble, il n'y a pas... Il est Alors bien. qu'elle, ça la tue. Elle, ça la tue. Et alors qu'effectivement, on a besoin de renaissance, de choses nouvelles. Pas dans le sens de nous griser parce qu'on a besoin de nouvelles sensations. Je ne parle pas de cela. Mais que justement, que nous sommes sur un chemin et nous avançons. D'accord? Quelqu'un m'a dit que la vie ne recule pas, elle avance. Ça te dit quelque chose, Eric? Oui, ça. La vie ne recule pas, elle avance. Et on a tendance, certaines, elle ne stagne pas non plus. Non. Elle ne stagne pas non plus. Et on doit aussi être avec la vie dans cette même dynamique dans nos relations. Relations de couple, relations de famille, relations à soi-même aussi. On doit être dans un mouvement vers l'avant. Alors, qui gère le mieux la crise, l'homme ou la femme? Bon, je laisse... Ça tout dépend de la crise. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Parce qu'on a tendance à tout voir d'un coup. Sauf qu'il faut voir un petit bout déjà, voir de ce petit bout-là, comment je vais le digérer à ce moment-là. Et on doit vraiment rentrer dans un détail. Et c'est là où tu vois, dans ton exemple-là, c'est se dire, est-ce que oui, je veux que ça change? Et l'autre dit, non, je ne veux pas que ça change. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un dit oui, un dit non? Parce que est-ce qu'il faut avaler l'assiette tout entière ou est-ce qu'il faut manger par bouchée? Et même encore quand je mange par bouchée, je mange plus vite qu'Éric et mange moins vite que moi. À ce moment-là, mais disons s'il y a un retard, je vais lui dire « Ah, tu as déjà fini ?» alors que d'habitude, c'est moi qui mange plus vite. Donc vraiment, on ne peut pas savoir qui est-ce qui gère mieux la crise que l'autre. Par contre, quand on connaît l'autre, on peut dire que pour cette crise-là, je peux me fier à lui pour ça. Donc, ce qui veut dire que pour gérer une crise, ça se fait à deux. C'est ça. Même s'il y a une personne qui est active, l'autre est passive, mais la passivité de l'autre permet que l'autre, en étant actif, l'autre permet à l'autre de pouvoir Oui, mais on on va vice malgré versa. tout vers quelque chose de nouveau. Oui, tout à fait, tout à Voilà. fait. Mais, C'est ça mais si aussi. moi, je veux faire quelque chose pour mon couple et toi, tu résistes. Mais si tu vois, nous sommes tous les deux en crise et moi, j'apporte une idée, essayons cela. Oui. Et si on essaie cela, on analyse, on essaie. Donc, pour essayer, il faut que toi, tu puisses aller dans mon sens. Nous allons voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Mais l'idée, c'est que les deux participent à la sortie de crise. Oui. Sachant, dans ce que tu viens de dire là, que la résistance, c'est aussi une participation. Tout à fait. Hein, parce que Ça et- permet une façon de d'améliorer. c'est une façon de participer. C'est-à-dire qu'on s'attend que pour ça, tu réagisses comme ça. Mais finalement, tu ne vas pas réagir comme ça. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas à mes côtés pour gérer? Ça veut dire que pour cet événement-là, pour cette crise-là, eh ben, tu es à mes côtés, mais pas comme je l'attendais. Voilà. Tu vois? Et tout en sachant que je suis acteur aussi. Oui, Pour le oui, changement, bien je sûr. dois être acteur. C'est vraiment le changement doit venir de moi. Même si je ne suis pas celui qui apporte les éléments clés, mais le fait que moi, je décide de renaître, de changer, ça permet à l'autre de pouvoir nous aider à Voilà. faire sortir de la crise. Alors, pendant que je préparais l'émission, je suis tombé sur un terme, certainement ça va vous parler, le terme fondu enchaîné. Est-ce que ça vous parle? En Fondu parlant de enchaîné, le passage de fondu, la ce qu'on mange, crise là? à la renaissance. Non. C'est-à-dire qu'il y a le terme fondu comme fusion. Voilà. Et Bon, c'est une expression que, bon, Jérémy certainement connaît cela en image. Pour passer Oui, oui. d'une image à l'autre, On fait un fondu. on fait un fondu enchaîné. on les mélange. Voilà. On les C'est-à-dire mélange. pour que ça ne soit pas Exactement. brutal. On les Voilà. mélange. Mais on a déjà échangé sur cette réalité-là concernant le couple. C'est à d'autres transition. émissions où on disait effectivement que cette nécessité de se mélanger, de se liant
Ouais. Et pour pouvoir passer nécessaire. à autre chose. Est nécessaire, mais en même temps, l'expression individuelle aussi est nécessaire. Parce que nous sommes malgré tout des individus à part entière. Mais dans la logique, justement, de cette renaissance, de ce passage d'une crise à un temps de, on va dire, de quiétude, d'accord, à un temps de renouveau, il y a besoin de se donner la main. Et l'exemple d'Éric est très intéressant, où il y en a un qui n'est pas obligatoirement actif et l'autre plus actif, mais on est OK. On est OK pour avancer. C'est pas que je ne veux pas débrouiller. Fais ce que tu veux, moi je ne suis pas là, c'est tes affaires. Non, on est OK, l'autre est moins active, mais malgré tout là. Et donc, ce fondu-là est là. Cet enchaînement-là, cet enchaîné-là, c'est là. Et on a besoin de cela. Et encore, je rajoute, c'est une question aussi de maturité. Pour être dans cette logique-là, accepter d'être dans cet enchaîné-là, de ce fondu-là, dans ce liant-là, c'est une question aussi de maturité, mais de maturité du couple et de maturité individuelle. Cela se pose de façon criarde pour moi aujourd'hui dans les couples et les familles, parce que les crises mettent trop facilement à mal les personnes et les relations conjugales. Alors, quelquefois, est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre du recul à certains moments dans cette crise? Et c'est là où j'allais, moi, dire que ma définition du fondu enchaîné n'a rien à voir avec celle de Moïse. Parce que fondu, ça veut dire que justement, tu es en plein dedans et que tu n'as pas cette prise de recul. Voilà. Parce que quand tu es fondu, moi, c'est l'image qui me vient, tu t'effaces. C'est vraiment cette fusion-là. Tu n'existes plus, tu n'es plus. C'est un truc qui existe. Et donc, fondu et enchaîné, dans mon raisonnement, là, dans ce que tu dis là, on est tellement dedans que finalement, on est enchaîné et qu'on n'est pas en capacité, en capacité de renaître. Oui. De renaître. Donc, et je venais sur la question du recul. Oui. Parce qu'on a la tête dans le guidon quand on vit un problème, quand on vit une crise. Et Moïse, tu viens de dire qu'il y en a qui sont OK et il y en a qui ne le sont pas. Ça sous-entend qu'il y a eu une prise de décision. Ça sous-entend qu'il y a eu recul ou pas. Parce que la prise de décision peut venir sans... Pop, comme une colère. De façon spontanée, impulsive. Et d'autres fois, la décision, si on arrive à dire « je suis OK », eh ben, c'est parce qu'on l'a raisonné. Et quelque part, on est vraiment, depuis tout à l'heure, à discuter et à se dire « tout peut être envisagé pour gérer la crise, mais l'essentiel, c'est de revoir notre base, notre idéal. Qu'est-ce que j'avais prévu pour mon couple? Est-ce que malgré les changements que ça va générer en moi ou en lui ou en elle, comment je vais pouvoir renaître, mais sans jamais oublier que finalement, c'est que je voulais m'unir à toi. Une dernière question, est-ce que la résilience ne pourrait pas intervenir à ce moment? La résilience, c'est un mot à la mode. C'est vraiment un mot à la mode. Et moi, j'aime ce mot parce que vraiment, il est dans un raisonnement systématique et quelque part obligatoire. Si on est en résilience, c'est qu'on a identifié ce qui nous permet de renaître et d'avancer. Et qu'on va s'en servir encore pour arriver ailleurs, pour construire encore. Donc la résilience, c'est intéressant, mais elle ne vient pas que de moi. Oui, parce que finalement, souvent la résilience, je l'utilise toujours quand c'est individuel. Après, on peut l'utiliser en commun, un peuple résilient, mais parce qu'on va dans on vit la même chose, etc. Mais
dans un couple, quand un est résilié, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je prends ce qui me vient, ce qu'il me donne? Est-ce que je me contente de subir la vie, d'être comme ça? Ou à moins que, quand on parle de renaissance, et moi l'image que je vais donner concernant fondu, enchaîné, etc., c'est l'exemple de Nicodème qui dit que faut-il faire? Tu vois, Jésus lui dit, voilà, si tu ne nais d'eau et d'esprit, de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu ne peux pas connaître le bonheur si tu continues à vivre sur ta personne. Tu ne peux pas continuer. Tu dois changer d'esprit. Voilà. Parce que le problème qui arrive souvent dans les crises, c'est que quand chacun est contrôlé par son propre esprit et ne s'ouvre pas vers l'autre. D'accord? Donc, quand il fait tout pour lui, eh bien, il se trouve buté parce que ce qu'il veut faire n'arrive pas à changer, parce qu'il y en a une opposition en face de lui qui ne va pas dans son sens. Alors, c'est l'heure de la conclusion. Ouais. Que pouvons-nous conseiller à nos auditeurs, auditrices qui sont en pleine crise là maintenant, pour conclure? Moi, ce que je dirais, c'est que si vous êtes en crise, en situation de crise actuellement, ce n'est pas... Le réflexe facile, ce serait de regarder à ce que l'autre ne fait pas, et sûrement qu'il ne fait pas, sûrement qu'elle ne fait pas. Mais la chose la plus, comment dirais-je, utile, la chose la plus profitable pour l'un et pour l'autre, serait d'interroger cette crise-là. Ce qu'elle dit, ce qu'elle pourrait apporter, et comment vous, personnellement, et comment vous, en couple ou en famille, pourriez en sortir. Et proposer, être dans une posture propositionnelle pour en sortir. Comment je vais, moi, prendre, quelle posture je pourrais prendre qui pourrait être une posture de sortie de crise, de naissance ou de renaissance. Voilà, ce serait ce que La je conclusion du pasteur et ensuite Sandrine. Alors moi, je suis pasteur. La conclusion que je vais donner, ça va dans l'ordre du spirituel. Parce que tout est spirituel, tout est géré par le spirituel. Et même si une personne n'est pas pratiquante dans une religion, je pense que c'est équivalent pour cette personne et pour les couples qui vivent les crises. Car nous sommes tous façonnés de la même façon, nous avons les mêmes aspirations de bonheur, de joie, et nous passons aussi tous par des crises. Pour sortir d'une crise, il faut que notre pensée soit différente. Si nous restons toujours basés sur notre même pensée, ça veut dire que nous restons centrés sur nous-mêmes. Nous devons changer de pensée, aller vers cette dimension spirituelle qui nous permet de pouvoir se tourner vers l'autre. Et je dirais qu'il faut mourir à soi-même pour cela, c'est-à-dire qu'il faut s'oublier pour pouvoir se tourner vers l'autre. Parce que le couple, c'est faire la joie et le bonheur de l'autre. Et comme vice et versa, celui-là, si celle ou celui-ci qui est en face de moi, eh bien, meurt à soi-même, eh bien, à son tour, le fait qu'il meure à soi-même, il va se tourner vers moi pour que je sois aussi heureux, connaître le bonheur. Et ainsi, les deux, ayant changé d'esprit, eh bien, l'autre esprit qui prendra place, j'espère, le bon esprit, permettra à ce que moi et ma maison, bien sûr, mon épouse, ma famille, puissent vivre heureux. Et ceci demande de repasser par une nouvelle naissance, la renaissance. La conclusion de Sandrine. Alors moi, je prendrais l'image d'un fleuve. On dit que la vie, c'est un long fleuve tranquille. Certaines fois, on se retrouve devant ce fleuve-là. Est-ce que je vais le traverser? Parce que quand il y aura vent et marée, le flux du fleuve va augmenter. Et je devrais mettre en place certains raisonnements pour me permettre de traverser. Et paradoxalement, certaines fois, il suffit de poser le pied pour passer à pied sec. Donc, dans quelle intention que je vais me retrouver, je reste dans ces questionnements-là aussi.
Est-ce que je suis dans une intention de traverser ce fleuve? À ce moment-là, eh ben, des éléments se mettront là, externes ou internes, pour pouvoir aller de l'autre côté. Excellente conclusion, Sandrine. C'était l'émission L'Homme sans masque. Et aujourd'hui, le thème abordé, c'était crise et renaissance. À très bientôt. C'était L'Homme sans masque sur les ondes de la 93.3 et le YouTube Live de Radio Vie Meilleure. Présenté, animé par Jean Holder. L'Homme sans masque.